Rappelez-vous, son nom est Suzanne. Suzanne Vega. Suzanne Vega, un album plein de rêves. Suzanne Vega, nouvel album avec RFM. Toi aussi, c'est la première fois? Bah oui, c'est la première fois. Ne vous inquiétez pas, le Nikon F401 a un ordinateur qui fait la mise au point et qui maîtrise automatiquement toutes les conditions d'éclairage. Avec le Nikon F401, c'est bon dès la première fois. Et la deuxième? C'est comme ça, steak, frites ou pizza. C'est comme ça pour tous ces petits plats. On ne peut résister à Coca-Cola. Un Coke avec ça, d'accord. Rien ne résiste à cette sensation. On partage ce goût qu'on adore. Moi j'en veux encore et encore. Remplis nos verres de Coca à bord. C'est en toi et tu n'y résistes pas. Cette sensation s'appelle Coke. Il y a des cas où l'arbitrage de Roland-Garros est vraiment difficile. D'un côté, capote électrique, de l'autre, toit ouvrant panoramique, verre métallisé, filet blanc, intérieur cuir, jante alliage, et en plus, elles ont le même nom. Égalité. 205 Roland-Garros, de sacrés numéros. Jusqu'au bout. Ohé, ohé. Une journée comme ça, faut pas rater ça. Ohé, ohé. Nous on prend ta fraîcheur pour aller jusqu'au bout. C'est notre force à nous. Nouveau déodorant Ohé, la force de celles qui vont jusqu'au bout. Ohé préserve la couche d'ozone. Wonderful life. Wonderful love. Bright as daylight. Wonderful life. La croix protège de tout, même de l'invisible. Soupline et le monde est plus doux. Parfois tu vois des éléphants bleus partout. Aldo Machon, la dingue, c'est ça. Il est belle, elle est belle, elle est belle. Il est cool. Plus beau que moi, tu meurs, toi, hein? Que t'es bon, toi. C'est à quel étage, votre septième ciel? Plus beau que moi d'humeur, Aldo porte toujours sur la une. Dans quelques instants, les stars, l'émotion et le rêve avec les films en compétition aujourd'hui sur la Croisette, c'est à Cannes. Et puis à Paris, eh bien, c'est François Bachy qui vous présentera les dernières informations de ce dimanche. À 1h40, un concert, 2 concerts même au programme de cette fin de soirée sur la une. La symphonie en ut de Georges Bizet, interprétée par le Panorama des orchestres de France, sous la direction de Jean Piavalez, et la fantaisie pour piano et orchestre de Claude Debussy, dirigée par Antonella Alimandi. Mais tout de suite, c'est à Cannes, suivi de TF1 Dernière. Mercedes aime le cinéma.
posto di trovare un secondo solo. Z. S. A-N. C'est tout. Marcello Mastroianni est un habitué fidèle du Festival de Cannes. Entre deux films, deux avions, il trouve toujours quelques heures pour venir ici défendre son nouveau film, se lançant ainsi dans un marathon médiatique qui l'amuse toujours. On te garde. C'est la mia patria. Insomma, nous, on a à peine terminé de faire les interviews nous à Paris. Ça commence, c'est exactement comme il y a 2 mois. Hein. Rien n'a changé. Comment ça va? Mais ça va, voilà, ça va comme d'habitude quand on arrive ici. Même si on le sait déjà d'abord, montez avec la caméra. Même si on est préparé, on s'est mis sur tous des fous. Mais qu'est-ce qu'on dit de nouveau? On dit rien de nouveau. Marcello, vous prenez ça avec une grande sérénité quand même. Hein? Mais qu'est-ce que je peux faire? Prendre la cigarette. Une cigarette. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Il faut la prendre avec sérénité. Matteo Scuro, retraité sicilien, s'est mis dans la tête de faire une visite surprise à ses 5 enfants qui vivent chacun dans une ville différente d'Italie. Sa famille lui manque et son idée est de la rassembler. Le film est signé Giuseppe Tornatore. La découverte qu'il fait dans ce voyage à la recherche de ses enfants, pour dire, ils sont des messieurs de 40 ans, quelqu'un de 35. Mais pour un père, il le dit même, quand ils sont petits, on les voit grands. Quand ils sont grands, on les voit toujours petits, les fils. Les enfants. Et évidemment, il découvre que, comme nous tous, on croit toujours que nos enfants sont extraordinaires. Ils étaient au contraire limités, comme tous, humains. Pour jouer le rôle de ce grand-père sicilien, Marcello Mastroianni n'a pas hésité à se vieillir de 20 ans, verre de loupe sur les yeux, moustache blanche et dos voûté. Non sembri mica un vecchio. La vérité est que je me rends compte que l'âge avance et c'est mieux toujours d'arriver avant que le public décide que vous avez vieilli. Parce que là, on peut toujours tricher et penser que le public dit « Ah, mais là, il s'est déguisé en grand-père, mais lui, il n'est pas... Il est beaucoup plus jeune. » Et comme ça, on gagne des années sur la carrière, vous comprenez? Donc, on se fait beaucoup d'illusions tous, le public et moi. L'important, c'est de travailler. Sûr. Puis là, on ne vous chômez pas, vous, quand même. Hein? J'ai de la chance, oui. Ouais. Mais en plus, j'aime travailler. Beaucoup, quoi. Oui, je crois, oui. C'est beau de travailler. Autrement, qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas? Écoutez, je vais arriver au moins vers 120 ans. Je dois faire encore 60-70 films. Réglez-vous, mettez en scène, préparez vos scénarios pour l'année 2000, etc., parce que je suis toujours là. Hein. C'est un plaisir. Au revoir. Mais je m'excuse, mais il paraît qu'on doit vraiment partir. Et le marathon continue. Interview à la chaîne, conférences de presse, projections, dîner, quelques heures de sommeil seulement. Demain, à 14h, Marcello tourne à Cinecittà un autre film. Senta, io non so uno scherzo. C'est un amour tragique dans la Chine des années 20 que raconte Yudu, le film du réalisateur chinois Zhang Yimou. Un amour impossible entre Yudu, une jeune fille mariée de force à un vieillard impotent, et Chang Qin, le neveu de celui-ci. Insoumise, c'est elle qui prendra l'initiative de braver l'interdit social. C'est une femme très forte, très courageuse, car elle refuse de se soumettre à son destin et elle se bat contre l'ordre établi. Je pense que c'est un exemple très positif pour les femmes chinoises aujourd'hui. Plus que la description du système social, c'est la confrontation de l'individu avec sa destinée qui se déroule dans la teinturerie artisanale. Alors que Yudu, elle, aborde activement ce face-à-face avec son destin, Chang Qin, lui, ne résiste
ni à ses désirs, ni aux conséquences qu'ils entraînent. Chang Jing se comporte d'une façon assez passive. Comme beaucoup d'hommes en Chine, il est un peu faible. C'est une critique de ce genre de comportement que je fais à travers ce film. De l'union du couple illégitime naîtra un enfant marqué dès la conception par le sceau du drame. Le symbolisme du film est double. Certes, il décrit le passé, mais à l'heure actuelle, l'individu rencontre les mêmes choix. C'est pourquoi ce film peut jouer un rôle provocateur, positif, dans la société chinoise d'aujourd'hui. En Chine, l'actrice Gong Li est déjà une star. C'est le Sorgho Rouge, le film précédent de Zhang Yimou qui l'avait révélé. Un film qui avait obtenu l'Ours d'Or à Berlin. Yu Du a toutes ses chances pour ajouter à cet ours une palme du même métal. Recherche palme d'or désespérément. Vous avez des informations sur la palme? Ah non, pas encore. Les journalistes s'emportent, critiquent et argumentent. Dernière journée où l'on peut savourer son palmarès idéal. Demain, tout sera injuste, forcément injuste. La palme d'or à Godard, Nouvelle Vague. C'est plus jeune comme esprit de couronner Taxi Blues et Lungin parce que c'est son premier film et qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau là-dedans. Bonjour. Vous avez des informations sur la palme? Ah non, pas d'accord. Pas d'accord. Les clans se forment, chauvins, fanatiques du cinéma de l'Est, godardien ou eastwoodien, il faut choisir. Je vais dire que je suis une chienne frénétique et il m'a pas déçu, quoi, au contraire. Vous pensez que le jury osera donner quelque chose au film de Lynch, par exemple? À mon avis, non. C'est trop violent, c'est trop sexy, c'est trop chaud, c'est trop rock'n'roll, ils oseront pas. Monsieur, vous avez des informations sur le palmarès? Non, aucune, mais enfin, moi malheureusement, j'ai pas pu voir tous les films qui étaient présentés. Vous avez des informations sur la palme? Sur quoi? Mon palmarès, il correspond un peu à l'esprit aussi d'une palme d'or. Ça serait le film de David Lynch, Sailor et Lula, parce que je trouve que c'est un film à la fois personnel, original, audacieux et en même temps public, avec beaucoup d'énergie, d'humour, d'émotion. Je trouve que c'est un film qui éclate. Et puis, bon, et Godard pour le Grand Prix spécial du jury, parce que c'est un film de recherche. Vous avez des informations sur la palme? Pas du tout. Aucune idée? Aucune rumeur? Pas même pas, non. La rumeur n'arrive pas jusqu'à vous? Aucune. Vous ne savez rien? Rien du tout. Mercedes aime le cinéma.
Bonsoir. Avant de revenir sur l'attentat qui a tué ce matin 8 ouvriers palestiniens près de Tel Aviv et la journée noire qui a suivi dans les territoires occupés, l'autre information du jour, c'est bien sûr la Roumanie, les élections libres et la victoire écrasante de Ion Iliescu, le numéro 1 provisoire, deviendra dans les prochains jours le premier président élu librement en Roumanie. D'après les premières estimations, il aurait recueilli 83% des suffrages. À Bucarest et en province, on a joué les prolongations pour le vote, une belle leçon de civisme en direction de l'Occident. En fait, chaque bureau devait rester ouvert jusqu'à ce que tous les électeurs aient pu voter. La course très lente au dernier vote avec Patrick Bourra. En bon professionnel de la file d'attente, les Roumains sont particulièrement patients et déterminés. À cette allure, il faudra encore plusieurs heures pour satisfaire tous les électeurs. Est-ce que vous allez rester ouvert jusqu'à ce que la dernière personne ait voté? Oui, oui. Oui, tout à fait, jusqu'à ce que la dernière personne ait voté. Toute la nuit, par exemple? Oui, jusqu'à demain midi, s'il le faut. Il est vrai que chaque votant passe au moins 5 minutes dans l'isoloir. Pourquoi êtes-vous resté si longtemps dans l'isoloir? Parce que les listes sont assez mal faites, on arrive difficilement à se repérer et on a beaucoup de mal à trouver le sigle qui convient. Les Roumains sont très patients. Oui, les Roumains sont très patients parce que dans ce moment, on a eu lieu la première élection libre après 50 ans. Et c'est pour ça que nous avons de la patience. Il faut que nous votons pour notre liberté, pour notre démocratie. Et c'est pour ça que nous soyons très patients pour n'importe quelle heure nous restons ici, mais il faut que nous votons. Est-ce que vous avez l'impression que le résultat est encore indécis? Ce n'est pas important pour nous. Nous donnons notre vote pour la démocratie. Non. Il y a des problèmes dans cette élection pour divers partis, mais nous attendons avec patience pour que tout le monde vote. Cette journée roumaine historique a été suivie par un demi-millier d'observateurs étrangers. Complexité des opérations de vote, constat de quelques irrégularités et la joie quand même. Récit d'un de nos correspondants en Roumanie, David Pujadas. Le vote côté fête. Dans ce quartier ouvrier autour de la plus grande usine de Bucarest, la file d'attente n'a pas diminué de la journée, comme partout ailleurs dans la capitale. Même ici, les gens sont endimanchés, on vient voter en famille comme on viendrait communier. C'est un jour historique? Oui, c'est plus qu'historique. C'est incroyable pour nous. Le vote côté pédagogie, pas facile de s'y reconnaître dans les papiers, les enveloppes et les tampons. On rentre à deux dans l'isoloir pour se tenir les coudes et malgré les difficultés, chacun prend son devoir civique à cœur. Vous avez lu toutes les listes? Oui. Tous les papiers? Tous les papiers, tous les candidats de tous les partis. Ça a pris beaucoup de temps alors? Exactement. Le vote côté trouble, dans ce bureau, des observateurs italiens remarquent que les cartes d'identité ne sont pas systématiquement tamponnées. Certains auront donc pu voter 2 fois. La tension monte lorsqu'une femme est vue dans un isoloir en train d'aider 2 personnes âgées qui n'arrivent pas à lire les bulletins. Tout le monde s'en mêle, il y a de l'électricité dans l'air, on évoque déjà les élections truquées de 1946. Les gens, évidemment, ont des suspicions, parce que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver la deuxième, la troisième, bon. Des débordements a priori plus imputables à l'improvisation qu'à une volonté dirigée. Pour en être sûr, il faudra attendre toutes les conclusions des observateurs. Les quelques 13 000 bureaux de vote n'auront donc pas suffi à assouvir dans les temps la soif de démocratie des Roumains. Cela dit, le résultat est sans appel. Dominique Bomberger, vous êtes avec nous en direct depuis Bucarest. Est-ce que vous nous confirmez les estimations que vous annonciez tout à l'heure? 83% pour Ion Iliescu. Alors, les résultats de l'opération sondage sortie des urnes, TF1, BVA, Bulle, Paris Match restent les mêmes à l'heure actuelle. Ion Iliescu, président du Front de Salut National, obtient effectivement 83% des voix. Radu Campeanu, président du Parti National Libéral, obtient 11% des voix. Et Ion Rasiu, qui était le candidat du Parti National Paysan, obtient seulement 6% des voix. Il s'agit donc, vous l'avez dit, d'un véritable raz-de-marée. En ce qui concerne les élections législatives maintenant,
Le Front de Salut National obtient des résultats considérables également, bien qu'un peu en retrait par rapport à ceux de Ion Iliescu. Il obtient 66% des voix d'après notre sondage sorti des urnes. Les écologistes obtiennent 5%, le Parti national libéral 10%, le Parti national paysan 4%, le Parti national hongrois 6% et les autres 9%. 2 électeurs sur 3 donc ont voté pour le Front de Salut National dans des proportions différentes dans les grandes villes et à la campagne. Dans les grandes villes, c'est seulement 1 sur 2. À la campagne, en revanche, c'est dans la proportion de 3 sur 4. Et les jeunes ont plutôt moins voté pour le Front de Salut National que les personnes plus âgées. Alors face à ce raz-de-marée, Dominique, il y a bien sûr déjà des contestations de la part des 2 principaux adversaires de Ion Iliescu. On le verra tout à l'heure. Ion Iliescu, lui, se dit satisfait du déroulement des élections, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un soupçon d'irrégularité qui pèse sur cette élection? Alors, disons que ces chiffres ne sont pas habituellement ceux que l'on enregistre dans les pays démocratiques. Cela étant, je crois que même s'il y a eu des irrégularités ici et là, cela ne suffit pas à tout expliquer. L'explication principale, à mon sens, tient en 2 points. D'une part, Iliescu et le Front de Salut National sont apparus comme les véritables artisans de la révolution qui a évincé Ceausescu. C'est un élément extrêmement important. Mais aussi, il y a un autre élément qui a joué. C'est que l'entreprise de destruction de la société qui a été menée sous Ceausescu a pleinement porté ses fruits. Et que dans les campagnes, dans les villes, les hommes, les femmes sont allés tous ensemble voter dans le même sens. Il n'y a pas eu de véritable discussion démocratique au sens où nous l'entendons à l'heure actuelle. Alors cette victoire est sans doute trop importante pour ne pas provoquer de choc en retour. Du reste, dans un sondage réalisé également pour notre opération menée en commun avec Paris Match et BVA, il y a seulement 30% de Roumains pour croire que l'on retrouvera le calme et l'ordre, et 37% seulement pour penser que la tolérance sera préservée à l'avenir. Vous voyez, tout n'est pas optimisme ce soir. Et puis Dominique, avec les équipes sur place à Bucarest, vous avez pu interviewer les 2 principaux adversaires de Ion Iliescu, Ion Rațiu du Parti national paysan et Radu Campeanu du Parti national libéral. Je vous propose de les écouter en commençant par l'interview de Petre Roman, l'actuel Premier ministre. Est-ce que ces chiffres correspondent à vos espérances? Elles sont un peu au-dessus. Elles sont quand même en accord avec le fait que les gens ont confiance dans ce qu'ils ont vu, dans les personnes qui, maintenant, qui jusqu'à présent ont agi. Et je crois qu'ils ont aussi confiance dans la sincérité de ces gens. Ces élections sont entachées de très très graves irrégularités. Je dis bien de très très graves irrégularités. Bien sûr, tout reste à être revérifié. C'est ce qu'on va faire et ce qu'on fait dès maintenant par nos moyens. Il y a des fraudes à peu près partout. C'est même impressionnant de voir la variété des méthodes utilisées. Mais bien sûr, je dis encore une fois, toutes ces irrégularités qui sont très graves restent à vérifier. On a appris tout à l'heure que les bureaux de vote allaient être fermés à minuit et non pas à 23 heures. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais c'est aussi tout à fait exceptionnel de voir la façon dont a été organisée cette élection. Une façon à peu près, je dirais, inqualifiable. Et c'est ce que produit le fait aujourd'hui, si vous allez dans les rues, vous voyez des queues interminables de personnes qui attendent de voter et qui ne peuvent pas voter à cause d'une organisation mauvaise de ces élections, à cause d'une lenteur formidable faite par les gens qui doivent s'occuper de ces élections. Je suis complètement surpris. 80%. Plus de 85%. Plus de 80%. C'est la même chose que comme pendant le régime de Ceausescu. C'est tout.
Il ne faut rien d'ajouter à ça. Je ne peux pas accepter le fait que 80% de la population est pour M. Iliescu. C'est complètement faux. Proche-Orient, c'était aujourd'hui la journée la plus noire qu'aient connue les territoires occupés par Israël depuis le début de l'Intifada, cette révolte des pierres que les Palestiniens ont entamée en décembre 1987 contre l'État d'Israël. Une quinzaine de Palestiniens ont été tués aujourd'hui et plus de 600 sont blessés. Tout a commencé tôt ce matin par un attentat. Un forcené israélien a mitraillé à bout portant 8 ouvriers palestiniens dans la banlieue de Tel Aviv. Notre correspondance avec Patricia Alémonière. 10, 20 tués dans les territoires occupés, il est encore trop tôt pour dresser un bilan. Cette scène s'est déroulée près de Jérusalem, 7 autres dans le camp palestinien de Ralroul en Cisjordanie. De nombreuses manifestations ont éclaté un peu partout dès que les Palestiniens ont appris que 8 d'entre eux avaient été tués par un Israélien près de Tel Aviv. Mais c'est à Gaza que la situation était le plus tendue. Cette bande de terre de 36 km de long a échappé au contrôle de l'armée ce matin. Les militaires, s'efforçant de reprendre la situation en main, ont fait de nombreux blessés. On avance le chiffre de 600 personnes ainsi que de nombreux morts. Ce soir, la télévision israélienne consacrait 25 minutes de son journal à l'événement. Un direct était organisé du centre de soins intensifs où se trouvent les 6 ouvriers palestiniens blessés ce matin alors qu'ils venaient travailler en Israël. Un peu plus tard, le chef d'état-major intervenait. Il appelait la population des territoires occupés au calme. Il précisait que l'armée ne se laisserait pas déborder comme au début de l'Intifada. La colère sera pourtant dure à endiguer. Les personnalités palestiniennes de Jérusalem se sont retrouvées ce matin. Elles ont demandé à la communauté internationale d'agir le plus vite possible. Certaines ont entamé une grève de la faim. Le monde ne peut continuer à assister au massacre des Palestiniens, des civils je veux dire, sans rien faire, sans intervenir. Les hommes politiques israéliens ont tous condamné la tuerie de Rishon LeZion. La gauche pacifiste réclamant l'ouverture de négociations immédiates avec les Palestiniens, la droite nationaliste se contentant d'exprimer ses regrets. Le responsable de l'attentat qui a été retrouvé a affirmé avoir agi pour des raisons personnelles. Puis Patricia Alémonière vient d'y faire allusion. Les protestations, bien sûr, ont été immédiates côté palestinien. Yasser Arafat a qualifié cet attentat de boucherie israélienne contre les Palestiniens et il a appelé les siens à manifester dans chaque village, chaque ville, chaque camp des territoires occupés. Le djihad islamique, lui, le mouvement intégriste actif, a déclaré vouloir, je cite, venger dans le sang les martyrs innocents. Réaction également de la part des autorités israéliennes. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Yitzhak Shamir. We hope that such crimes will not be repeated. All our population is very shocked by this event. I hope that the Palestinian Arab population will not utilize this atmosphere for increasing violence and bloodshed. Politique française, Georges Marchais était ce soir l'invité d'Anne Sinclair à 7 sur 7. On a pu voir une convergence entre le secrétaire général du Parti communiste français et le président du RPR. Pour Georges Marchais aussi, le gouvernement socialiste a, je cite, singulièrement facilité la promotion de Jean-Marie Le Pen. L'attitude face à Le Pen était d'ailleurs au centre du week-end de meeting et de réflexion de l'opposition. Devant différentes assemblées, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ont chacun peaufiné leur stratégie à l'égard du président du Front National. Jean-Michel Carpentier a suivi tous ces discours et il nous explique les deux approches différentes des deux leaders de l'opposition. Depuis quelque temps soupçonné d'ambiguïté à l'égard du Front National, Valéry Giscard d'Estaing a expliqué ce matin qu'il préférait marquer ses différences avec lui sans attaquer nommément son leader. Jacques Chirac est plutôt partisan de l'attaque frontale et d'une dénonciation du danger que représente le Front National pour les libertés en France. Deux stratégies tout à fait différentes pour convaincre les électeurs d'extrême droite. Alors j'entends que certains nous disent oui, mais nous avons là un phénomène qui risque de se traduire par une sorte d'hémorragie de nos voix au profit d'une extrême droite qui se renforcera d'autant plus que nous l'attaquerons. D'abord, je ne le crois pas.
Je suis même convaincu du contraire. La seule manière de réduire l'idéologie d'extrême droite à sa dimension véritable, c'est d'apaiser les tensions de la société française. C'est d'ailleurs l'objectif symétrique de celui que François Mitterrand s'était fixé concernant l'électorat communiste. Jouer l'apaisement, c'est trop risqué, disent les Chiraciens, qui rappellent l'écrasement en 2 ans de la droite modérée allemande par les nazis dans les années 30. Prendre le Front National de plein fouet, répondent les giscardiens, c'est risquer de valoriser Jean-Marie Le Pen. 2 stratégies contraires et à la clé un avantage décisif dans la course à l'Élysée pour celui qui aura choisi la plus efficace. Pour Jean-Marie Le Pen, l'intervention de Valéry Giscard d'Estaing fait penser, je cite, aux cassettes vidéo que les preneurs d'otages envoient aux télévisions. Pour le leader du Front National, Valéry Giscard d'Estaing subit les pressions qui s'exercent sur les responsables politiques. Michel Noir était lui l'invité du Club de la Presse à Europe 1 à propos de l'organisation de primaires à droite pour l'élection présidentielle. Le député maire de Lyon a dénoncé le poker menteur de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac. Et pour lui, la recomposition de l'opposition, ce n'est pas fini. Je vous propose de l'écouter. Il faudra qu'il y ait recomposition et effectivement, je suis sûr que vous aurez des effectifs considérables venant de pratiquement toutes les formations politiques qui diront non, ça suffit, puis ce système est complètement bloqué, qu'on a décidé de choisir le pacte de suicide, ben ça n'est pas notre affaire, c'est plus le jeu auquel on veut jouer, et à ce moment nous prenons nos responsabilités, moi le premier avec d'autres. Des nouvelles de ce dimanche sportif avec vous, Christian Jean-Pierre. Alors, vous avez choisi de commencer par nous parler de tennis en partant de la défaite de Steffi Graf à Berlin-Ouest. Oui, grosse surprise à une semaine de Roland-Garros. Steffi Graf a perdu contre Monica Seles, la Yougoslave. On va voir les images tout de suite. Une défaite étonnante de la championne ouest-allemande qui a perdu donc contre Monica Seles. Monica Seles qui a mis fin à une série de 66 victoires d'affilée de la championne ouest-allemande. Ce n'est pas rien. Chez les hommes, finale des internationaux d'Italie entre Chesnokov et Thomas Muster. C'est Muster qui l'a emporté. 6-1, 6-3, 6-1. On devrait retrouver ces 2 hommes à Roland-Garros. Ils ont tous les 2 une très belle carte à jouer. On reste en Italie pour du cyclisme. C'était aujourd'hui la 3e étape du Giro, le fameux Tour d'Italie. L'étape qui menait les coureurs au Vésuve a été remportée par Bugno. C'est l'Espagnol Chozas qui est l'actuel maillot rose. Laurent Fignon est 3e au classement général. Voilà, alors après le vélo, on va passer avec le moteur à la vitesse supérieure avant de parler du tour de moto, la Formule 1 des mers, le offshore. Oui, alors le offshore, il y avait donc une compétition aujourd'hui à Nice. C'était la 3e étape de la Coupe d'Europe. Alors c'est toujours très impressionnant. Ce sont des bateaux qui font entre 6 et 12 mètres de long avec des moteurs de 8 à 12 litres de cylindrée. C'est énorme. Vous allez voir, c'est impressionnant. On va voir les images. Et là, Stefano Casigari, le mari de la princesse Caroline, actuel champion du monde, a cassé son moteur. Et c'est Vittorio Missoni qui l'a donc emporté. On le voit donc ici sur ces images. Enfin, en moto, Grand Prix d'Italie, c'est Wayne Rainey qui s'est imposé en catégorie 500 cm3. En 250, victoire d'un autre Américain, John Kosinski. Voilà, vous savez tout. Merci Christian. Les nouvelles du temps avec Alain Gillot-Pétré, c'est pour tout de suite. Demain matin, Jean-Michel Lelio à 7h donnera les premières informations. Et demain soir, vous retrouverez Jean-Claude Narcy pour votre dernier journal. Très bonne nuit à tous et à bientôt. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1. Madame, Monsieur, bien le bonsoir. Les orages continuent et la sécheresse aussi. Hélas, on n'en voit plus la fin. Et les orages, les voici. Ceux d'aujourd'hui, magnifiquement prévus par Météo France. De très mauvais orages, puisque vous savez, il y a eu mort d'homme.
Ces orages remontent actuellement vers le nord du pays. Il n'est pas exclu qu'ils atteignent le nord en fin de nuit. Élargissez le champ de l'animation, on ne voit plus que simplement ces orages-ci juste sur notre pays. C'est la seule image significative de cette animation satellitaire bien calme, puisque nous avons toujours un gigantesque anticyclone sur toute l'Europe occidentale, et cela depuis des mois et des mois. Tracez la carte, voici le centre de cet anticyclone, au nord de l'Irlande. Vous voyez que la dépression saharienne est à sa place, que la dépression permanente d'Islande a disparu, que l'anticyclone des Açores n'est plus là non plus. Voici donc le patron pour les jours à venir, toujours des orages dans les 5 jours qui vont nous arriver la semaine prochaine et que prévoit Météo France. Et demain matin, d'ailleurs, Météo France nous annonce qu'il fera encore beau sur la haute, la basse Normandie, l'Artois et une partie du bassin parisien. Sinon, sur tout le reste du pays, les orages que vous avez vus vont s'étaler pendant la nuit. Il restera encore demain matin quelques petites ondées ou quelques coups de tonnerre, surtout sur les reliefs. L'évolution de l'après-midi, les orages reprendront et ils pourraient être encore très violents avec pluie, vent, grêle, etc., etc. Et surtout sur, disons, une moitié sud-est et notamment les reliefs. Un peu moins sur les pays de la Loire et pas du tout, en principe, sur les mêmes régions précitées près de la Manche. Les températures minimales seront en hausse encore, notamment près de la Méditerranée, puisque 17 degrés à Nîmes et 17 degrés à Nice, 16 à 15 ou 15 à 16 autour de la Grande Bleue, c'est vraiment très agréable. 11 à Paris et le minimum, 8 à Rouen, 8 à Lille. Dans l'après-midi, en revanche, on note une petite faiblesse parce qu'il y aura quand même pas mal de nuages par-ci par-là, donc les températures seront un peu moins élevées, mais tout de même bien agréables. De 15 à 22 degrés sur la moitié nord, une vingtaine de degrés dans la capitale et jusqu'à 25 degrés dans l'île de Beauté à Ajaccio. Votre semaine maintenant, la voici. C'est extrêmement simple pour la moitié nord. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, plutôt du beau temps, avec par-ci par-là des passages nuageux qui pourraient donner des orages. Lundi, jeudi et vendredi. Mais ce devrait être plus calme mardi et mercredi. Le matin sera un peu brumeux, mais l'après-midi, les éclaircies seront prédominantes. Pour la moitié sud, c'est encore plus simple. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, c'est un ciel extrêmement chaotique avec de nombreux orages, surtout en montagne, et des orages localement violents. Des orages surtout sur le sud-est mercredi, un peu moins mardi et un peu moins jeudi. Mercredi, c'est le sud-est qui sera surtout intéressé, et puis ça reprendra jeudi et vendredi. Voilà ce que prévoit Météo France. Faisons avec, mes chers amis, et à la semaine prochaine. Une panne, on remorque et on remplace. Assurance Groupe GMF, elle continue là où les autres s'arrêtent. Ce chien est à moitié mort. Ce trappeur ne sortira pas comme ça. Lee Marvin, Charles Bronson, Angie Dickinson. T'as même pas essayé de tirer. Bienvenue. Une traque où l'homme devient gibier et le Grand Nord, un terrain de chasse. Johnson n'a fait que ce que j'aurais fait moi aussi si j'avais été à sa place. Une confrontation magistrale, chasse à mort sur la Une. Et pour poursuivre cette soirée de lundi, après le film à 22h20, Récit d'Exode. En mai 1940, il y a 50 ans, des milliers de Français sont sur les routes et fuient l'avancée des troupes nazies de Hitler. Les larmes des adultes, les rires des enfants et la quête d'un refuge sous la menace des soukas allemands, c'est l'Exode. Patrick Jeudi et Michel Vinocq ont réuni des témoignages, des documents d'archives inédits pour vous faire la chronique de ces mois tragiques. Ce sera lundi soir, donc, à 22h20. Plus tard, à 23h15, Minuit Sport. Première étape du Minuit Sport qui nous conduira tout d'abord en Italie, où Yves Géniès nous résumera le Grand Prix moto, puis à Silverstone avec la Formule 3000, en passant par Brest pour le Grand Prix de voile. Ultime étape dans le monde de la boxe, où Thierry Roland attend les initiés au bord du ring. Tout de suite, concert sur la Une, avec un panorama des orchestres de France. Excellente fin de nuit avec nous sur la Une.